Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette deuxième partie de l'émission BELS dédiée aux troubles des comportements alimentaires. Rapide petit tour d'horizon pour vous représenter à nouveau nos invités, au cas où il y en a qui n'étaient pas là au début. Farah Tagoli, bonjour. Médecin en médecine d'urgence interne. Nous avons le docteur Julie Gonneau, bonjour. Médecin nutritionniste. Nous avons le docteur Sylvain Thibault, bonjour. Qui est donc psychiatre et addictologue. C'est ça. Et nous avons également le docteur Pigeon Kershish, qui est endocrinologue et qui est pédiatre. Alors, docteur, justement, en tant que pédiatre, nous étions sur cette thématique-là, la prévention pour ne pas indexer et comment, pas seulement au niveau des jeunes, mais au niveau des parents, de l'entourage. Alors la prévention, il y a plusieurs volets. On peut prévenir dans les familles, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des comportements tout à coup qui se mettent à changer chez les enfants et les adolescents, ou les adolescents. Il faut aussi attirer l'attention des médecins, puisqu'il est normal qu'en période pubertaire, une fille augmente son IMC. Et donc toute stabilisation de l'IMC, ne serait-ce qu'une stabilisation, sans même parler de perte de poids, c'est-à-dire d'une baisse de cette IMC, de la corpulence, doit attirer l'attention des médecins. Et cette stabilisation, elle est très insidieuse en fait. Elle se passe, elle ne se voit pas en fait sur les courbes de taille et de poids, puisque la particularité des enfants et des adolescents, c'est qu'ils ont une croissance active, et au moment de la puberté, il y a ce qu'on appelle un pic pubertaire qui peut être mis en danger par le manque d'énergie, par la restriction de l'alimentation. Donc on a des études très claires qui montrent vraiment une cassure de la croissance. Ensuite, oui, il y a les troubles des règles. On a montré, alors c'est des études qui intègrent aussi bien les adolescents que des adultes, mais que sur les femmes qui présentent des troubles des règles dans le sens où elles ont une oligo, des règles moins fréquentes, des cycles qui sautent par exemple, on a montré que plus d'une femme sur deux, ou d'une adolescente sur deux, avait des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est vraiment un signe d'appel. Après, je rajouterais juste pour le côté enfant et adolescent, dans la prise en charge thérapeutique, une chose qui est très importante, c'est d'associer les parents. Donc, maintenant, beaucoup d'études et des méta-analyses, c'est-à-dire l'étude de plusieurs études, ont montré que les thérapies familiales, il faut associer les parents, il faut associer même les frères et sœurs à la prise en charge donc, des enfants et des adolescents qui présentent ce genre de troubles. Pour plusieurs raisons, parce que ce qu'on mange à la maison est collectif, mais aussi le regard de l'autre qui a un poids dans ses comportements. Oui, tout à fait. Et souvent, les parents... il y a une incompréhension des parents sur ce trouble, parce que quand votre enfant refuse de manger et maigrit au point de se mettre en danger, c'est quand même quelque chose. La nourriture, enfin, c'est l'essence même de la vie, et c'est aussi une fonction très maternelle au départ. Donc, alors, quand vous parlez justement des parents qui sont un peu déstabilisés, en préparant l'émission, j'ai pu en rencontrer qui n'étaient pas prêts à témoigner, mais qui me partager quand même leur vécu justement pour le partager avec vous de façon indirecte. Et les parents ne savent plus parfois. Ils ne savent plus si ça dure, s'il faut être sévère pour pouvoir imposer des choses qui sont saines, manger tout simplement, ou au contraire lâcher du mou parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'eux aussi ils sont impliqués affectivement. Et du coup là, on passe le relais aux spécialistes. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est très important de soutenir les parents. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, il y a des groupes d'échanges entre les parents, puisque les échanges entre les parents qui vivent ce genre d'expérience, qui est quand même une expérience très traumatisante pour les parents et les familles, donc ils peuvent échanger entre eux et avoir des comportements plus adaptés. Dans ces expériences traumatisantes pour les parents, certains même parfois entendent s'il y a une anorexie mentale, c'est qu'il y a quelque chose dans la famille au niveau des parents. Est-ce qu'on en est encore à ce stade de constat ou c'est une idée
qui ne se vérifie plus ou... C'est un facteur de vulnérabilité. Très clairement, quand on a une famille peu stable, avec des éléments à l'intérieur des familles, oui, ça peut être un facteur de vulnérabilité, mais ce n'est pas le seul la cause élément systématique. Voilà. On sait en tout cas que d'avoir une famille stable, d'être avec un poids, une corpulence normale, une activité physique modérée, régulière, ce sont des facteurs protecteurs. Oui, et ça, c'est valable pour tous les troubles de comportement qui pourraient apparaître, qu'ils soient sur l'alimentation ou sur d'autres, bien sûr. Tous. Et puis, justement, sur le regard de la famille, ce dédouanement, c'est vrai que si la famille, docteur, si la famille a l'habitude de, justement, faire une fixation elle-même sur la nourriture, ça peut-être être un apprentissage social de cette... Bien sûr. C'est tout l'intérêt de la thérapie familiale, effectivement, de travailler à la fois la dynamique familiale, mais aussi de travailler avec les parents sur, après par exemple une hospitalisation ou même sans hospitalisation, les repas se passent à la maison. Donc il faut effectivement travailler sur tout ça. Pour rebondir un petit peu sur la question précédente, faut bien voir aussi que on retrouve très souvent des notions de traumatisme, d'abus sexuels chez ces patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, le modèle où on culpabilisait beaucoup les parents, on en est sorti. Parfois, la dynamique familiale ne fonctionne pas bien, effectivement, mais on peut avoir plein d'autres raisons, et notamment des traumatismes, qu'il va falloir évidemment prendre en charge de façon dédiée et spécifique. Donc, c'est vraiment multifactoriel, oui. Et ce n'est que l'accompagnement et le temps de creuser d'un point de vue psychologique, psychiatrique, parce que ça ne se dépose pas sur la table en une fois comme ça, forcément. Je vous propose maintenant de passer à la boulimie, peut-être même l'hyperphagie boulimique, à travers un reportage. Regardons ensemble. Didier Moukouvéa, 59 ans bientôt au mois de janvier, le gardien de Zinal. On fait une opération ligne blanche, elle est anesthésique alors. On fait 5 mois, disons presque 5 mois, et 2 semaines en réanimation. Enfin, malheureusement, l'hôpital attend parce que mon ventre est allé éclater, peut être 200 kg tout à l'heure. Et là, maintenant, il arrive à 130, 120, ça dépend, 1m90. Comment on l'est arrivé à là? Ça, on fait les sports et laisser aller, manger, boire, et c'est tout. Hein. On n'avait point d'inquiétude? Non. Mon ventre était gros, bon, t'es gênant vraiment, mais moi, t'es fini habitué avec, il y a plus de 2 ans, t'es strange ça. Malgré tout, où tu manges, chaque fois avait envie. Voilà. T'es laissé aller. Non, pour moi, c'était pas grave par rapport à moi, tu finis habitué avec. Comment il passait une journée, par exemple? Le matin, au réveil, vers quelle heure? Moi, mon réveil, c'est à partir de 5h. 5h, 5h30, ça dépend. L'opération, il ne goûtait pas le matin. Il ne mangeait pas rien avant l'opération. Les rames, il mangeait l'après-midi. Il mangeait plutôt le soir. Est-ce qu'on les deux grignotaient quand même? Oui, il arrive à grignoter. Vous grignotez quoi? Toujours bon bonbons, bon chips, tout ça là. Et un paquet et demi ou un peu comme ça, comme à la fin il mange. Après s'il a assez, il plie, il met là-bas, il remange tout à l'heure ou le soir. Et en dehors des chips, est-ce qu'on avait d'autres choses qu'on aimait manger? À part, c'est ça, mais il mangeait plus. C'est bonne affaire salée, bonne, comment dire pour ça, bonne jambon, saucisson, ça t'es bon manger. Il m'a arrêté. Le bizarrement arrête ça, mais il n'y avait plus à manger non plus. Mais ça, c'était en dehors des heures de repas ou tu manges ça? Vous grignotez. Vous grignotez du jambon, des chips. Est-ce que vous prenez des boissons sucrées avec? Oui, coca. C'est tout coca. 1 litre de coca, 1,5 litre, je faisais pas pire à moi ça. C'était comme de l'eau. Et maintenant, il n'y avait plus à boire. Vous pouvez boire 1, voire 2 par jour sur la journée? Voilà. Limonade, pareil, il buvait limonade comme je dis. Parce qu'avant, réveillant le matin, il sentait moins faible, dans le chemin. On ne disait pas, allez prendre un coca en boîte. Là, il revenait par rapport à comme il dit, oh, c'était le diabète. Et comme il ne connaissait pas, il m'avait diabète. Les points de contrôle. Les points de contrôle, moi, je mangeais. Et moi, je suis habitué avec. Mais comme tout d'un coup, je ne pas senti bien, je suis parti au docteur, le docteur m'a fait rentre à l'hôpital. Pour l'opérer, et il rentre le matin, le soir, l'opérer tout de suite. 2 semaines en réanimation, disons presque maladie la mort. Hein. C'est ça. Ça, c'était mon ventre. Là, elle avait enlevé du poids sur le ventre? Voilà, là, on enlève une boule de graisse. On commence à l'hôpital, c'était à 110, revenir un peu le poids. Il arrive à 120, 130. Et quand on l'avait rentré, où il était là? Une poids de 200.
Mais maintenant, bon, je m'oblige à surveiller que ça me mange et contrôler. Mais après l'opération, comme le docteur a dit, moi, me l'obligé par rapport à moi diabétique. Sinon, ça m'a senti trop faible et puis bon, les médicaments, tout ça va avec. Quelque chose pour goûter avant de travail. C'est plutôt de pain maintenant. De pain, un petit bout de pain ou de beurre, fromage, tout ce qui est salaison, puis. Et à 11h, il monte au travail. Quand on mange le midi? Un petit gâteau de riz avec, c'est un steak frites ou un œuf frites ou une affaire comme ça. Et comme là, il porte manger de mon travail maintenant. Et moi, je suis suivi maintenant par l'hôpital, une fois par mois ou 2 fois par mois, je m'oblige à aller pour contrôler. C'est après l'opération, il y a eu beaucoup de problèmes, le foie, la rate, le poumon et le rein. Tout était abîmé? Tout était abîmé. Et mon pied m'avait un trou comme dans le pied. Des gros problèmes de santé qui l'ont conduit à une hospitalisation. Le diabète? Il perd de moins à côté le pied. Puis il fait rien. Rien ne pouvait plus. C'est baigner. Didier, 59 ans, a frôlé la mort. Et depuis, il fait plus attention à sa santé, ce qui avant n'était pas un problème. On prenait ce qui arrivait, on mangeait avec plaisir et sans aucune limite, sans aucun contrôle. Chips, coca, tout ce que l'avait arrivé et en quantité non contrôlée non plus. Maintenant, il n'y a plus du tout. Là, comme, on tient un plat manger comme ça, il ne finit pas. Alors là, on a eu le témoignage de Didier qu'on remercie parce que c'est pas toujours facile de témoigner de ses souffrances et bien sûr en plus quand ça se passe à la télé. Est-ce que là, on est dans la boulimie, dans l'hyperphagie boulimique? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer la différence Alors, en fait, la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique, c'est dans les deux cas, vous avez des crises de boulimie. Donc, la crise de boulimie, c'est caractérisé par le fait d'ingérer une quantité d'aliments plus importante que ce que peuvent manger la plupart des gens en un temps court, c'est-à-dire relativement moins de 2 heures, avec, de façon très importante, une perte de contrôle. Dans les deux troubles, vous avez ça avec une fréquence qui doit être d'1 fois par semaine pendant 3 mois. Bon, peu importe. Par contre, ce qui distingue vraiment les deux troubles, c'est que dans la boulimie, vous aurez des facteurs de compensation, c'est-à-dire que la personne va ne pas vouloir prendre de poids. Donc elle aura ces crises qu'elle n'arrive pas à contrôler, et donc elle va faire quelque chose pour ne pas prendre de poids. Se faire vomir, prendre des médicaments pour faire plus pipi, pour aller aux toilettes, faire une activité sportive très intense, se restreindre et sauter des repas. Toute forme de stratégie qui peut mener à ne pas prendre de poids avec ces crises, vu que son estime d'elle-même sera directement en lien avec ses formes corporelles. Avec l'image qu'elle a, oui. Exactement. Dans l'hyperphagie boulimique, en revanche, vous n'aurez pas ces facteurs de compensation. Donc, les personnes boulimiques seront en général à poids normal ou légèrement en surpoids, alors que les personnes en hyperphagie boulimique vont se retrouver en obésité parce qu'ils auront ces crises de boulimie, mais ne feront rien pour compenser ces crises de boulimie. Alors, l'obésité, via Monsieur Tout-le-Monde qui doit s'inquiéter de l'obésité. Moi, j'avais un repère très simple au départ, c'était dès que le ventre dépasse le taux de la taille. Est-ce qu'il y a d'autres critères simples comme ça pour Monsieur Tout-le-Monde à la maison, pour les parents? Alors, l'obésité, ça se caractérise par toujours ce fameux IMC, donc on parlait d'indice de masse corporelle. Donc, on est en obésité dès lors qu'on dépasse 30 kg par mètre carré. Et puis, on a plusieurs stades, donc 30, 35, 40 et puis bien au-delà. C'est vrai qu'à La Réunion, on a quand même 1 personne sur 2 qui est touchée soit par du surpoids, soit par l'obésité. Et avec en plus le diabète qui et est souvent avec accompagné. effectivement beaucoup de ce qu'on appelle des comorbidités, donc beaucoup de diabète, d'hypertension, etc. Des surpoids et une obésité qui touche les personnes de plus en plus jeunes, beaucoup de femmes. Donc c'est vrai que dans cette population, chez les patients obèses, on va de manière systématique rechercher les troubles du comportement alimentaire et notamment cette hyperphagie boulimique qui est très fréquente chez les patients obèses et ils ne s'en rendent pas compte. C'est assez intégré dans la société que ce patient il mange beaucoup, lui il a aussi une déformation de la réalité, c'est-à-dire qu'on peut demander à un patient ce qu'il mange, il va vous donner des quantités mais qu'on peut parfois multiplier par 2 ou voire 3. Comme si, lorsqu'on interroge quelqu'un d'un trouble face à l'alcool, il n'a pas bu beaucoup, il n'a bu qu'un verre, mais il ne dit pas à quelle fréquence dans la journée qu'un seul verre. Et c'est vrai qu'on se retrouve de cette façon-là. Pareil dans le déni. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres alertes, par exemple, est-ce que se réveiller la nuit pour les manger, c'est quelque chose qui est
même si c'est en très peu de quantité, un yaourt ou autre, est-ce que ce sont des alertes qui sont... Tout à fait. C'est vrai que ce qu'on appelle un night eating disorder, donc c'est ce qu'on utilise comme terme, c'est le fait de se lever pour aller manger. C'est l'un des troubles du comportement alimentaire qui signe une installation chronique des troubles. Ça montre aussi une sévérité des troubles du comportement alimentaire qu'on doit prendre en charge. D'accord. Et donc, toujours sur cette hyperboulimie, du coup, la prise en charge au niveau hospitalier se passe comment ? Alors principalement, globalement pour les deux diagnostics, alors il y a évidemment des différences, hein, mais c'est comme pour l'anorexie mentale, une prise en charge pluridisciplinaire. Le rôle du psychiatre, psychologue, principalement pour ma partie, ça va être tout ce qui est thérapie par exemple comportementale, pour essayer de travailler à la fois sur les facteurs de compensation qui vont mettre en danger le patient, parce qu'avec notamment ces vomissements, on peut avoir des désordres électrolytiques, comme on avait dit, au niveau sanguin, qui peuvent mener à des arrêts cardiaques. Donc c'est une grande cause de décès. On a des patients qui meurent au domicile, jeunes, du fait de vomissements et d'arrêts cardiaques. Donc ça, c'est le premier message. S'il y a des vomissements fréquents, il faut aller en parler, justement, à son médecin traitant, faire des prises de sang pour voir au moins que tout va bien à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau des prises en charge, ça va dépendre un petit peu de la sévérité. On peut être dans un état de mal boulimique, c'est-à-dire où finalement votre journée se résume à faire des crises de boulimie et où vous ne pouvez plus finalement avoir votre activité professionnelle, parentale, voilà. Scolaire, et donc à ce moment-là, forcément, l'hospitalisation va prendre tout son sens. Sinon, la plupart des patients en hyperphagie boulimique ou boulimique sont pris en charge en ambulatoire de façon pluridisciplinaire. Et est-ce qu'au niveau des urgences, on a des gens qui finissent par débarquer suite à une crise d'hyperphagie boulimique ? Il parlait d'attitude compensatoire tout à l'heure, effectivement, pour les vomissements répétés. Il m'est déjà arrivé d'en rencontrer, oui. Et ça, à savoir même que les vomissements répétés peuvent entraîner en fait l'introduction de corps étrangers. Et ça m'est déjà arrivé d'être face à ce cas-là. Donc oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus grave que ça n'y paraît. En fait, heureusement qu'on a la chance de faire de la prévention et d'en parler ici aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les écoles aussi, on a le réseau pédiatrique qui en parle aux jeunes beaucoup. Ils sont plutôt sur l'obésité que sur... ils sont sur quel secteur pour le réseau pédiatrique ? Peut-être Patricia. Oui, c'est plutôt l'obésité, le surpoids et l'obésité. Moi, j'insisterai chez l'enfant sur ce versant obésité, c'est qu'un enfant, avant d'être obèse, il est en surpoids. Avant d'être en surpoids, il a une trajectoire de son IMC, c'est-à-dire de sa corpulence, qui se modifie. Et cette trajectoire qui se modifie, il faut le prendre dès les premières modifications de cette trajectoire et ne pas attendre. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et même, je crois, aujourd'hui, il est clairement établi que la prévention doit même démarrer en anténatal, pendant la vie intra-utérine. En fait, il a été montré que les mamans qui étaient obèses pendant la grossesse avaient plus de risques d'avoir un enfant obèse. Donc on parle maintenant très clairement de modification du sang, parce qu'en fait, il faut quand même passer un message important. Aujourd'hui, la satiété, elle ne se passe pas dans le ventre, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le ventre plein qu'on est rassasié. Vous me faites penser à une petite chanson qu'on avait l'habitude de faire chanter. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Voilà. C'était le repère pour dire qu'on s'était fait plaisir. Voilà, et là, quand on a la peau du ventre bien tendue, si je puis dire, c'est qu'on a déjà trop mangé, en fait. Donc, antérieurement, on disait, il y a très longtemps, il faut sortir de table en ayant encore une petite sensation de faim. Et donc la satiété, c'est un mécanisme neurobiologique, hein, c'est-à-dire qu'il faut le temps qu'elle apparaisse. Et donc on sait que ces mécanismes de satiété, en fait, qui se trouvent au niveau du cerveau, dans une zone bien particulière qu'on appelle le noyau arqué, donc c'est comme si vous aviez des connexions qui vous disent d'aller manger et d'autres connexions qui vous disent c'est bon, j'ai plus faim, arrête-toi de manger. Et donc ce qui se passe pendant la grossesse, par exemple, on a des modifications chez l'enfant de cette zone dans le cerveau en faveur donc des connexions qui vont plutôt aller vers je vais manger, je cherche à manger. Et donc ça c'est très important.
puisque ça veut dire que la prévention, c'est comme une espèce de cycle transgénérationnel, vous voyez, de l'obésité et de ces troubles de la satiété. Donc on transmet d'un point de vue génétique, on transmet d'un point de vue culturel et par l'exemple, et en plus à La Réunion, avec la quantité de ce qu'on mange sucré ou hyper salé dans les plats préparés, ça n'aide pas. Oui. Et donc, on a montré aussi la chirurgie bariatrique, par exemple, des femmes qui font de la chirurgie bariatrique. Si elles ont un enfant avant la chirurgie bariatrique en état d'obésité, cet enfant aura plus de risque d'être obèse. À l'inverse, l'enfant qui viendra après la chirurgie bariatrique, donc une grossesse avec un poids moindre, aura 3 fois moins de risque, lui, de développer ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Je vais laisser le docteur Gonod parler de la chirurgie bariatrique. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie de l'obésité. Donc on a actuellement en France 2 types de chirurgie de l'obésité, c'est ce qu'on appelle la sleeve et le bypass. Donc en gros, c'est avec nos chirurgiens digestifs qui modifient la structure du tube digestif pour que le patient mange moins ou absorbe moins ce qu'il mange. C'est un peu l'idée qu'on mettait à l'époque à un anneau gastrique. Voilà, alors l'anneau gastrique maintenant ne se fait plus chez l'adulte, D'accord. Quelques indications chez l'enfant, l'adolescent, mais on est plus sur des chirurgies comme ça qu'on appelle sleeve bypass, donc restrictif ou mal absorptif. Donc c'est vrai que comme on a beaucoup de troubles du comportement alimentaire chez les patients obèses, ces patients-là, parfois on les diagnostique avec des troubles du comportement alimentaire quand ils sont dans leur circuit de chirurgie bariatrique. Donc les patients ne consultent pas pour les troubles du comportement alimentaire, ils consultent pour leur obésité. Et parfois, ils consultent aussi pour leur diabète, parce que l'obésité ramène tout ce qui est comorbidité, pathologie annexe. Donc, ils viennent pour une chirurgie bariatrique. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir dépister ces troubles du comportement alimentaire pour pouvoir les prendre en charge. Parce que si on opère un patient qui a des troubles du comportement alimentaire non traités précédemment, la chirurgie ne fonctionnera pas. Au bout de 2 ans, on sait qu'ils reprennent du poids de manière phénoménale. Parfois, ils reviennent au poids initial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la chirurgie bariatrique, ce n'est pas une baguette magique. Ça aide les gens à perdre du poids, mais tout le travail important, c'est tout ce qu'ils font avant pour traiter les troubles du comportement alimentaire, notamment l'hyperphagie boulimique dans le cas de l'obésité. Oui, il ne s'agit pas de se dire, allez, c'est pas grave, voilà. Évidemment, j'y vais, j'enlève ce qui est en trop et puis je peux recommencer. Tout à fait. Ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est ce qu'on entend aussi quand on reprend les patients après une première chirurgie bariatrique. Il dit, le chirurgien il a mal fait son travail, ça n'a pas marché, etc. C'est rarement ça. Hein. C'est surtout que le travail en amont de la chirurgie, tout ce qui est repérer le trouble du comportement alimentaire, en prendre conscience, changer son comportement, ce qui est quand même assez difficile, et c'est pour ça qu'on a besoin des psychothérapies, des psychiatres. Ça, c'est essentiel avant. Et lorsque certains font de la liposuction, on est plutôt du côté de la chirurgie esthétique, mais pareil, si on ne change pas le comportement, les mêmes causes vont revenir aux mêmes effets. Tout à fait. Ça n'aura aucun effet, juste une satisfaction très ponctuelle. Et puis après, il y aura probablement une reprise pondérale. C'est ce qui arrive aussi dans les régimes yo-yo, hein, les gens qui font des régimes, qui perdent beaucoup de poids, qui sont contents, et puis au final, ils décompensent de nouveau leur trouble du comportement alimentaire. Et plus en fait on fait de régimes, plus on prend du poids. Donc ils arrivent dans une dynamique de prise pondérale progressive jusqu'à un certain stade. Et dans les différentes approches dont on a évoqué un petit peu plusieurs pistes tout à l'heure, pour être dans la réparation, on a parlé des activités art-thérapie, de la danse-thérapie, du dessin. C'est un rapport au corps en action qui permet de modifier l'image qu'on a de son corps. Comment ça se passe, le mécanisme ? Oui, alors en fait, il faut bien voir qu'il y a tellement de causes qui peuvent générer ces troubles du comportement alimentaire que le début va être déjà l'évaluation de finalement qu'est-ce qu'il faut pour tel ou tel patient, et on ne pourra pas conseiller de choses types qui marcheraient pour tout le monde. Donc effectivement, il y a des patients qui vont avoir besoin de thérapies qui ont une médiation par le corps, de travail sur l'acceptation par divers thérapeutes possibles. Mais voilà, ça va vraiment être l'évaluation pluridisciplinaire qui va nous permettre de voir pour tel profil de patient qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour ces patients en obésité, si jamais il y a une comorbidité d'un trouble du comportement alimentaire, la prise en charge de ce trouble avant d'envisager une chirurgie pour que ça se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Et effectivement, ça peut passer aussi par des ateliers culinaires pour pouvoir se réapproprier l'alimentation, manipuler l'alimentation et puis se confectionner des plats en
en respectant, si possible, l'équilibre alimentaire. En tout cas, le sujet, on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Moi, je ne peux que vous inviter à revenir une fois ultérieure, dans quelques mois. Et puis, comme on a l'habitude en pédagogie, il faut répéter pour passer. Est-ce qu'il y a des forums, des actions, des adresses que vous pouvez conseiller juste avant de clôturer l'émission? On reste à peine une minute. Oui, alors il y a un site qui est le ffab.fr, si je ne dis pas de bêtises, Fédération Française d'Anorexie Boulimie, qui a même un annuaire. Alors sur la Réunion, on n'est pas encore très représenté, mais pour toutes les villes de France, quand vous avez un trouble alimentaire, au moins ça vous permet de trouver de l'aide et qui contient pas mal d'informations pour être orienté, notamment. Après, il y a beaucoup de livres de self-help qui permettent un petit peu de... Mais ça, c'est plutôt conseillé dans un deuxième temps par les professionnels. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette émission liée à la thématique des troubles du comportement alimentaire. Nous parlerons des émissions suivantes sur le harcèlement scolaire, qui est aussi une problématique qu'il faut absolument que l'on développe, que l'on comprenne le mécanisme pour pouvoir les enrayer. Merci à tous et à bientôt.